Au soir du 31 mai 1940, dans les faubourgs de Lille, le 40e Rana, commandé par le lieutenant-colonel Justin Dutray, disparaissait avec la totalité de ses effectifs, tués ou faits prisonniers. Le régiment venait de passer 20 jours de combats intenses en Belgique et dans le nord de la France, dont 4 jours complètement encerclés avec le restant de sa division à Aubourdin, sans manger et ayant épuisé toutes ses munitions. Au matin du 1er juin, quelques heures avant que les honneurs militaires soient rendus par l'armée allemande aux survivants, le chef de corps se donnait la mort, renouant ainsi avec la tradition des commandants de la Royale qui préféraient sombrer avec leurs navires plutôt que de se rendre. La veille, il avait pris la précaution de ne pas rendre ses canons intacts à l'ennemi et avait donné l'ordre de les détruire dans la soirée pendant la réédition. Sur la place de Lille, durant le défilé, conscients de s'être battus jusqu'à l'extrême limite de leurs moyens, les soldats ne partageaient-ils pas ce que le petit aspirant Iray, ce gosse, a exprimé si pathétiquement? Ma division a vécu, mes hommes sont prisonniers, mon matériel détruit, mes rêves anéantis, moi-même captif. Je reste brisé par une écrasante sensation de détachement de tout, d'absence de soutien, de table rase et de désert où absolument rien n'est visible. Une lourde chape de plomb pèse sur mes épaules, et, au milieu de tous, je me sens prodigieusement seul. La bataille d'Aubourdin est l'un des épisodes oubliés des combats de mai 1940. Peut-être parce que les survivants prisonniers revinrent trop tard pour faire connaître la vérité. Peut-être parce que les Allemands ne souhaitaient pas faire savoir qu'une poignée d'hommes avait résisté 4 jours à leur machine de guerre et avait retardé d'autant la chute de Dunkerque. Peut-être aussi parce que les divisions nord-africaines comportaient une forte proportion de musulmans et que l'on ne tenait pas alors à insister sur le courage et l'abnégation de ces soldats au service de la France. Le 1er septembre 1939, lorsque l'Allemagne envahit la Pologne, la France et l'Angleterre, qui s'étaient engagées à faire respecter l'intégralité de la Pologne, déclarent la guerre à l'Allemagne le 3 septembre mais ne l'attaquent pas, ayant besoin d'un répit pour intensifier leur armement. Chacun demeure derrière ses fortifications. L'Allemagne derrière la ligne Siegfried et la France protégée par la ligne Maginot, réputée infranchissable. L'obus, il attaque de l'autre côté de la grange. Et qu'il y en a eu tués au canon. C'était des canons, enfin nous, qui étaient, je sais pas, 300 ou 400 mètres devant nous. Et puis qui tiraient. Il y en a plusieurs qui se sont fait tuer. C'était pas marrant. Quand ils l'ont bombardé. Ils bombardaient, mais non, c'était plutôt mitraillé. Alors, c'est un peu pareil, mais il y a eu un facteur à un moment où il était avec De Gaulle, dans les chars. D'accord. Alors, il avait attaqué, il dit, on a attaqué, il dit, quand on est revenu, il nous a rassemblés, il nous a félicités. Il a dit, c'est bien ce que vous avez fait, mais vous êtes rentrés trop nombreux. Bon. Il n'était pas bon. Bah oui, je me doute. Et vous êtes rentrés trop nombreux. C'est la drôle de guerre. Le 40e Rana, commandé par le lieutenant-colonel Dutray, tient garnison à Verdun dans la caserne de Gribeauval, 6 à Thierville. Le 240e Ralna, commandé par le lieutenant-colonel Servat, tient ses quartiers à Toul, où est basé l'état-major de la 2e Dina. En effet, lors de la mobilisation à l'instar de nombreux régiments d'artillerie, le 40e est dédoublé afin de mieux structurer le commandement organique en 40e Rana avec ses canons de 75 hippomobiles et le 240e Ralna avec ses canons de 155 cours Schneider hippomobiles. Les régiments d'artillerie des Dina sont encore équipés d'attelages et roues en bois alors que dans les autres divisions, ils sont motorisés avec des roues à pneus pleins. Le commandant de l'artillerie divisionnaire en poste à la 2e Dina, du général Dame, est le colonel Bignon, ancien chef de corps du régiment. Le 40e Rana est composé alors d'une batterie hors rang, de 3 groupes commandés par les chefs d'escadron Foisset, De Maneul et Flamen, avec un état-major et 3 batteries chacune équipées de canons de 75 hippomobiles, soit 9 batteries ainsi qu'une 10e batterie anti-char, du 4e groupe équipé du canon de 47 modèle 1837. Il possède 1830 chevaux, 36 pièces de 75 et 8 pièces de 47. Le 240e Ralna possède lui une batterie hors rang,
le 5e et le 6e groupe, commandés par le capitaine Fourmanti et le capitaine Marcel, équipés de 24 canons, 155 cours avec 650 chevaux. Les journées sont bien remplies, les hommes sont motivés, entretiennent les fondamentaux, les savoir-faire et les matériels. Ils s'instruisent toujours et s'exercent à la manœuvre. Les maréchaux des logis gèrent les écuries et le casernement. Les maréchaux ferrants soignent les chevaux. C'est la vie de quartier très organisée en parfaite symbiose. Les chefs commandent avec fermeté et le respect est mutuel. Alors que les fantassins sont dotés du MAS 36, les artilleurs sont encore équipés du Berthier modèle 1894. مسملع شو مسملع arrêtez de parler arabe. Santé là. Santé les gars. J'espère que la victoire va nous sourire un jour les gars. J'espère que la France sera libre. Soldats prussiens, passez votre chemin. Waouh, boulot. Hop le chaud là. Putain. Il y a Dieu pas. Ah oui, c'est longtemps. Il est où le Ricard les gars là? Hein? Il est où le vent? Il est où le pinard? Parti là-bas à Boudonville. Ouais. Ben déjà c'est ça que j'ai trouvé sur votre matin. On était à Boudonville là-bas. Oui, avec la deuxième dina, pas de messe. Avec la deuxième dina. Oui, la deuxième dina, c'était la division qui... Et le colonel Serva. Oui, qui était lui le colonel du 240e régiment d'artillerie. Ouais. Et on a camion Boudonville en train. En train, ouais. Je me rappelle pas par où on a passé, mais en train. On va aller là-haut à côté de Valenciennes, à Rennes. D'accord. Ouais. Je venais plus bien, oui. D'accord. Il m'avait mis un peu, moi j'étais pénal. Il n'y avait pas grand-chose à faire. Mais on a été aussi, on faisait des relevés pour les tirs. Non, il y avait de la neige, ça glissait. Le tissu
sur la caisse pour marquer où il fallait tirer puis tout. D'accord. On entraînait. Et là, la neige, c'est pendant l'hiver 39, l'hiver 40. Ah bah oui, c'est l'hiver 39-40, hein, vous avez eu froid? Il faisait pas chaud, hein. Ouais. On traînait comme ça, on couchait dans une grange. Et la grange, c'était une grange qui était où? À Marly ou oui, tout à côté, oui, dans une ferme. D'accord. Il y avait une fille, moi j'y ai pas touché, mais les copains, un jour ils l'ont déculotté pour lui foutre une fessée. Elle faisait que des chanter, mourir pour la patrie. Ah bah oui, au bout d'un certain temps... Je me rappelle, pour Noël, pour la messe des Munions, on n'y a pas été. On voulait aller histoire de traîner, mais il y avait un verre là, il faisait un temps pour chaud, puis tout, pour nous rester couchés dans notre foin. Ouais, d'accord. Ouais. Ah oui, c'est vrai. Je me rappelle toujours de la fille. Ah, c'était une saloperie. Hein. J'ai été à la réquisition des chevaux, avant. Ouais. Puis c'est après ça qu'on est parti à Bouzonville. C'est la drôle de guerre. Dès le 24 août 1939, le régiment met sur pied son échelon A et gagne en une seule étape ses positions de couverture dans le secteur de Marville. Le 7 septembre, la 2e Dina est relevée sur ses positions de couverture et gagne par voie de terre le secteur de Bouzonville, au nord de Metz, en avant de la ligne Maginot, pour se préparer le 15 septembre à l'offensive sur la Sarre que doit déclencher la 3e armée. Le 16 décembre, la 2e Dina embarque et gagne par voie ferrée le nord de la France. Elle occupe le secteur de Valenciennes avec les 1er et 2e groupes en appui du 22e RTA et 11e Zouave, alors que le 3e groupe est à Saint-Amand-les-Eaux en appui du 13e RTA avec la batterie Orange. Pendant cette période, instruction, reconnaissance, construction de positions de batterie, équipement topographique de la région et préparation et entraînement à une marche éventuelle pour les combats en Belgique. Allez, direction du tir ici. Allez, remontez. Aperçu, vous Allemands. Au niveau de la trouée. Remontez. Posez. C'est bon, chef. Ça c'est bon ça, on va manger, on va manger. Et moi là, tu m'as oublié. Soldat il donne beaucoup de soi-même, tu vois. Donne-moi la soupe, petit mal. À l'aube du 10 mai, l'armée allemande lance une offensive en Belgique, tournant par l'ouest les positions fortifiées de la ligne Maginot
et étend son action aux Pays-Bas. Les unités françaises et anglaises traversent la frontière et se portent au secours des armées belges et hollandaises prises au dépourvu. En raison de la gravité de la situation, les groupements de marche sont supprimés et les étapes doublées. Départ le 12 mai vers 14 h, étape de 45 km avec route étroite, mal pavée et côtes nombreuses et dures. Arrivé le 13 à 8 h dans la région de Tubig, en Belgique, au sud-ouest de Bruxelles, le personnel et les chevaux sont très fatigués. L'aviation ennemie est active, le deuxième groupe est mitraillé sans résultat. Vers 11 h, le 13 mai, le lieutenant-colonel Dutray, de retour du PC de la 2e Dina, stationné à la Marache, près de Waterloo, réunit ses commandants de groupe au PC du régiment à Tubize. Il donne l'ordre d'effectuer des reconnaissances immédiatement dans les régions de Seromousti, Chapelle-Saint-Lambert, Rixensart. Départ des colonnes à 18 h sur des routes très dures, passage de la côte de Ytre. Arrivé sur les positions le 14 au lever du jour. Le premier groupe A Foisset est en appui du 22e RTA à Seromousti. Le deuxième groupe B de Maneul est en appui du 11e Zouave sur la route de Lannes-Pinchard. Le troisième groupe C Flamène en appui du 13e RTA à Rixensart. Des tirs lointains sont effectués par le groupe A, tandis que le groupe B effectue des tirs d'arrêt sur le front du 11e Zouave. Le capitaine Multier, officier observateur, désigne des tirs à l'ouest de Jean-Blou et dans les bois des Étoiles. Le 15 mai, le groupe A effectue des tirs d'arrêt en avant de Jean-Blou et des tirs de harcèlement sur la voie ferrée. Le groupe C tire sur la rive est de la Dyle à hauteur de Limal. À partir de midi, tirs d'arrêt et concentration dans l'après-midi au cours d'attaques ennemies et en particulier dans le ravin de Limal où les tirs bouchent un trou entre le 13e RTA et le 11e Zouave. Vers 19 h, l'ennemi progresse en direction de la 7e batterie qui se prépare à recevoir une attaque rapprochée de chars de l'infanterie, puis c'est le tour de la 8e et 9e batterie. Le capitaine Patterson de l'armée britannique couvre la 9e batterie avec une section de sa compagnie. Le capitaine Lafargue du 13e RTA contre-attaque devant la 7e batterie avec son échelon motorisé et dégage le groupe. L'ordre de repli est donné pour 20 h. Chaque groupe d'artillerie est en couverture d'un régiment d'infanterie. Ses reconnaissances, tirs et décrochages sous de nombreux bombardements aériens. Le 18 mai, les trois groupes passent sous le commandement du lieutenant-colonel Dutray pour former qu'un seul groupement dont la mission principale est la défense anti-char. Le 19 mai, tout le régiment franchit la frontière vers 8 h au fort de Maulde, au sud de Tournai, en direction de Valenciennes. Le 20 mai, le groupement Dutray exécute de nombreux tirs lointains, en particulier sur les ponts du canal d'Antoine. Le 21 mai, l'artillerie ennemie rentre en action. Le fort de Maulde est fortement bombardé par gros calibre. Le groupement Dutray riposte sur des rassemblements et troupes en mouvement. Le 22 mai, le 75 en casemate du fort de Maulde et la 7e batterie en particulier effectuent des tirs très efficaces sur des chars allemands. Le 23 mai, quelques batteries du 40 sont prises à partie par l'artillerie ennemie en calibre 105. Ce sont des feux nourris permanents, faits d'attaques et de contre-attaques jusqu'au 26 mai. Le deuxième groupe est bombardé par des Stuka vers 13 h entre le bois de Bouillon et la petite batterie. Il y a de nombreux tués et blessés. Les officiers de liaison britanniques sollicitent l'artillerie de la 2e Dina pour repousser les chars allemands de l'autre côté du canal. Harcelés de toutes parts, ordre est donné aux compagnies de reconnaissance de se préparer à faire mouvement dans la région de Merville. Le deuxième groupe doit protéger le décrochage de la 2e Dina. Le 28 mai, le flux est énorme et les embouteillages considérables sur l'itinéraire unique que doivent emprunter, par suite de l'avance ennemie, plusieurs divisions. Tirez!
C'est de là qu'on est parti le 10 mai. Le 10 mai. Le 10 mai, vous êtes parti dans où exactement en Belgique? On est parti le 10 mai, ça nous a réveillés à 4 h du matin. Pour les avions Qui posaient, oui. Et puis après, ils ont dit embarquer? Oh, bon, on est parti en camion, oui. En camion? Oui. Et jusqu'à quel endroit? On était, je sais pas, moi, une bus 15 dans ce camion. Et puis, ça s'est arrêté, ça l'a bombardé. Il y avait un chien, une mascotte, il a eu peur, il s'est sauvé, je ne sais pas qu'il est venu. Mais c'est après, je l'ai vu aussi sur votre livre. Et le colonel il dit, pour un pain, ça me tombait dessus, ça commençait mal. L'Angleterre. J'ai un copain, il était à Jean-Blou, nous on était un peu plus bas. 28 mai. Le 28 mai, les embouteillages sont considérables sur l'itinéraire unique que doivent emprunter plusieurs divisions par suite de l'avancée ennemie. Le régiment arrive à Aubourdin vers 8 h. Il devait franchir le canal de la Deule au Bac-en-Varin, mais cet itinéraire a dû être modifié car le pont est occupé par les Allemands. Au moment où la tête du régiment devait franchir à Aubourdin, le pont sur la Deule saute et les blindés allemands approchent sur l'autre rive. Il ne reste que le pont de Sequedin qui est tenu par la division, mais d'où nous pouvons déboucher, l'ennemi se tenant sur toute la rive nord de la Deule. Le régiment se regroupe avec sa division dans Aubourdin où il est encerclé. Le 40e Rana occupe la brasserie Potier avec le lieutenant-colonel Dutray. Le général Dame est à la Villa Saint-Gérard. Dans ce cafouillage, le chef d'escadron Foisset, commandant le premier groupe, et ses adjoints les lieutenants Guéraud et Mouton, qui l'accompagnaient, ont disparu dans la nuit du 27 au 28, fait prisonnier. C'est le capitaine Najotte qui prend le commandement du 1-40. Des sections et pièces isolées prennent position dans les rues et jardins de la ville pour arrêter la progression de l'ennemi sur le front sud et l'empêcher, sur les fronts nord et ouest, le franchissement de la Deule. Vers 10 h, une section de la 4e batterie disloque un rassemblement de chars ennemis. L'ennemi riposte par un tir de Minenwerfer. Vers midi, le chef d'escadron de Maneul, commandant le 2e groupe, est blessé grièvement au poumon par un éclat d'obus et est évacué sur l'île. Bien que les Allemands occupent l'île, ils laissent passer les voitures sanitaires transportant les blessés. C'est le capitaine adjoint Ducasse qui prend le commandement du 240, puis le capitaine Morat, adjoint du chef de corps, le 31 mai. Une tentative de sortie pour gagner la région de la Lys est décidée pour le début de la nuit, par le pont de Sequedin pour la 2e Dina. Par un tir très violent de 19 h à 19 h 15, le 340 en position dans les jardins près de la filature de Le Bar-Malais, et le 140 appuie l'action pour la conquête d'une tête de pont. Le 140 tire sur la sortie nord du pont de Sequedin, le 340 sur le village de Sequedin. Les trois groupes, allégés de leurs voitures lourdes qu'ils abandonnent, se tiennent prêts sur roues à se porter en avant. Les 1 et 240 doivent marcher avec le premier groupement de marche du 22e RTA, commandé par le colonel Hich. Et à 21 h, un violent bombardement ennemi est déclenché sur le carrefour de l'Heurtebise et la route menant à Sequedin. Ce bombardement prend en enfilade la rue principale de Los, dans laquelle la 5e batterie est en colonne de route. Le capitaine Josset, commandant d'unité, est tué, ainsi qu'un grand nombre de sous-officiers et canonniers. Beaucoup sont blessés grièvement. Ce carrefour de l'Heurtebise prendra le triste nom célèbre de carrefour du carnage. L'essai de sortie échoue et la 9e batterie se remet en position et tire sur Sequedin. 29 mai. Le lieutenant De Falvelli prend le commandement de la 5e batterie. Au lever du jour, à l'emplacement de la 5e batterie, il y a un amoncellement et un enchevêtrement de matériel démoli et de chevaux tués. Le régiment prend part au combat, soit par section ou pièces isolées fixées, placées en défense, rapprochées et en anti-char, soit par batterie ou par section nomade, qui en position dans les rues et jardins appuient l'infanterie et ralentissent ou arrêtent la progression de l'ennemi. Le 140 est en position à la briqueterie de Los et tire sur Emmerin et alentour. À 20 h, il reçoit une attaque rapprochée et se replie dans Aubourdin-Los, où il prend position, partie en anti-char, partie en section nomade. 30 mai. L'atmosphère est de mauvais augure, sournoise, l'ennemi n'ayant pas obtenu de succès semble desserrer son étreinte. On entend dans la direction du nord un violent bombardement. Chacun espère la délivrance. Il y a dans ces instants surréalistes des personnes incroyables de générosité et de bonté tentant l'impossible,
des infirmières dévouées à la cause dirigée par Marie Groulez, cette infirmière-major qui ne lâcha rien et sauva tant de vies, allant d'un poste de secours militaire de fortune aux écoles, dans les caves et ailleurs. Un autre personnage non moins courageux ne fuyant jamais ses responsabilités, M. James Fleury, maire de Bourdin qui fit entière confiance à l'armée française et fit don de sa personne dans des conditions de désolation absolue. Ces deux personnes ne furent jamais reconnues, elles tombèrent dans l'oubli à l'image des héros de mai 1940. 31 mai. L'ennemi a resserré son étreinte et bien décidé à en découdre. Le régiment était encerclé dans un cercle de 1 km de diamètre, presque les uns sur les autres. L'ennemi bombarde violemment et c'est un véritable massacre. Beaucoup de morts et de blessés sont à déplorer. Le lieutenant Nicodo prend le commandement de la 5e batterie. Il ne reste que quelques projectiles par pièce. Vers 16h, le général von Richenau invite la garnison de Bourdin à se rendre. Il convient d'une résistance redoutable qui porte son admiration et le respect qu'il veut en finir vite. Il promet les honneurs militaires aux vaincus. Après concertation avec l'état-major, les généraux Dame et Mény, ainsi que les chefs de corps aux représentants dont le colonel Bignon, commandant l'artillerie divisionnaire, le lieutenant-colonel Dutray pour le 40 et le capitaine Fourmanti, commandant le 5e groupe du 240, avec ses 155 cours, le général Molinier prend la décision de se rendre auprès du général von Wecker. Parmi les 3 officiers français prisonniers des Allemands, c'est un lieutenant célibataire qui est désigné pour accomplir la dangereuse mission pour servir de messager. Celui-ci est revenu 2 fois pour les pourparlers, traversant au péril de sa vie les zones de contact, un coup les tirailleurs, un coup les Allemands. Il en va d'un grand nombre de vies humaines. Le général Molinier signale la réédition en engageant quelques négociations et sous certaines conditions au château de la Rache à Sante, à l'ouest de la Deule, après le pont du Moulin Rouge. Le lieutenant-colonel Dutray comprit que tout était perdu, sauf l'honneur. Il précisa au général Dame qu'il ne rendrait pas ses canons intacts à l'ennemi. Il demanda que les pièces conservent un obus pour les détruire. Il ne supportait pas de finir en captivité, il ne supportait pas non plus la mort du capitaine Josset, camarade de Polytechnique. Après une ultime réunion à la Villa Saint-Gérard, le général Molinier informa au chef les conditions honorables de cette reddition. Il fut donc décidé que 2 compagnies de la 2e DINA et une compagnie de la 5e DINA défileraient en armes. Les autres déposeraient les armes place Blondeau à Aubourdin. La fin, au Bourdin. Ouais. Bon, Ouais. après, c'était les prisonniers, c'est autre chose. Ouais. J'avais pas été, ça m'a peut-être sauvé la vie. Si j'ai pas eu mes 2 angines, ils voulaient me mettre pointeur.
Le général Dame, ayant reconnu la bravoure et l'appui permanent des artilleurs, décida qu'une compagnie d'honneur serait composée de 60 artilleurs du 40e Rana et 30 du 240e Rana. À l'issue du défilé sur la grande place de Lille le 1er juin, tous rendirent les armes à la gare de l'Île-Flandre et partirent en captivité en Allemagne jusqu'en Prusse orientale, à l'image de Hubert Dussolier, qui avait 22 ans en 1940 et qui resta prisonnier pendant 59 mois. Le général Dame mourut le 17 juillet au Stalag de Königstein à l'âge de 53 ans. En fixant 7 divisions allemandes, dont celle de Rommel, pendant plusieurs jours, la bataille d'Aubourdin a largement contribué au succès de l'opération Dynamo. Les Anglais espéraient rapatrier 70 000 hommes dans leur pays. Ils seront finalement 338 226, dont 139 997 Français, à traverser la Manche.
On jouait un air comme celui-ci lorsque la guerre s'est réveillée. On jouait un air comme celui-ci lorsque la guerre est arrivée. Moi, de mes 11 ans d'altitude, je découvrais éberlué des soldatesques fatigués qui ramenaient ma belgitude. Les hommes devenaient des hommes, les gars ravalaient des soldats qui faisaient ceux qui ne s'en vont pas. Et les femmes s'accrochaient à leurs hommes. On jouait un air comme celui-ci lorsque la guerre s'est réveillée. On jouait un air comme celui-ci lorsque la guerre est arrivée. Et voilà que le printemps flambe, les canons passaient en chantant, et puis les voilà revenant, déjà la gueule entre les jambes. Comme repassaient en pleurant nos grands frères devenus vieillards, nos pères devenus brouillards. Et les femmes s'accrochaient aux enfants. On jouait un air comme celui-ci lorsque la guerre s'est réveillée. On jouait un air comme celui-ci lorsque la guerre est arrivée. Je découvris le réfugié. C'est un paysan qui se nomade, c'est un banlieusard qui s'évade d'une ville ouverte qui est fermée. Je découvris le refusé. C'est un armé que l'on désarme et qui doit faire chemin à pied. Et les femmes s'accrochaient à leurs larmes. On jouait un air comme celui-ci lorsque la guerre s'est réveillée. On jouait un air comme celui-ci lorsque la guerre est arrivée. Dans le ciel plus bleu qu'à l'habitude, ce mai 40 a salué quelques Allemands disciplinés qui écrasaient ma belgitude. L'honneur avait perdu patience, et chaque bourg connut la crainte, et chaque ville fut éteinte. Les femmes s'accrochèrent au silence.